Bienvenue à vous tous. Toujours avec vous, Monsieur Tawfiq Belayashi. Aujourd'hui, nous allons débuter les leçons de cours de langue, bien, les outils de langue. Et les premiers outils qu'on va étudier, ce sont les figures de style. Pourquoi? Parce que c'est généralement sur ce cours que les questions de langue le jour du régional se rapportent. Alors aujourd'hui nous allons faire la moitié. Donc nous avons 5 types de figures de style. Le premier type s'appelle les figures d'analogie. Deuxième de substitution, troisième d'atténuation, quatrième d'amplification et cinquième d'opposition. Alors bon, très rapidement un petit aperçu des 5 et on passe. Bien. L'analogie, c'est la ressemblance. C'est tout ce qui montre une ressemblance ou bien une différence entre deux éléments. Bien. La substitution, c'est le remplacement. On remplace quelque chose par d'autres choses. L'atténuation, atténuer, c'est-à-dire rendre plus léger, rendre plus doux, rendre plus... D'accord? Donc, c'est diminuer l'importance de quelque chose. Le contraire d'amplification. Amplification, c'est grossir quelque chose, l'agrandir, le mettre en valeur, le mettre en relief. Et l'opposition, bien sûr, ça signifie les contraires, si vous voulez. Alors, on passe à notre première leçon, les figures d'analogie. Alors, pour les figures d'analogie, nous avons la première figure, c'est... D'accord? Bon. La comparaison. D'accord? Alors, regardons cette phrase. Ahmed est comme un lion. D'accord? Donc, nous voyons que les éléments fondamentaux de la comparaison sont tous présents. Il y a le comparé, il y a le comparatif ou bien l'expression de comparaison et le comparant. D'accord? Donc, celui-là est comparé à celui-là. Ahmed est comparé à un lion. D'accord? Donc, et comme on a dit, c'est l'outil de comparaison. Et on va voir. Bon, vous pouvez faire une recherche très rapide sur Google et chercher les comparatifs, les expressions de comparaison. Et vous allez trouver toutes les expressions de comparaison comme, à l'instar de, pareil à, tel, semblable à, analogue à, d'accord. Bon, alors il y a énormément d'expressions de comparaison. Bien, alors maintenant nous allons passer au deuxième type et vous allez voir cette phrase très rapidement elle va devenir une métaphore. C'était la phrase précédente, d'accord. Alors voilà, ce qui manque dans la métaphore par rapport à la comparaison, c'est le comparatif, d'accord. Donc, c'est l'élément essentiel. Lorsqu'il y a une expression de comparaison, c'est une comparaison. Lorsqu'il n'y a pas d'expression de comparaison, mais il y a l'idée de comparaison, on compare vraiment, donc là, on appelle ça une métaphore. Lorsque les deux éléments comparés et comparants sont présents, généralement, c'est ce qu'on appelle une métaphore annoncée. Une métaphore annoncée, c'est une métaphore explicite, très claire, très directe. D'accord? Donc, on peut l'opposer à un autre genre de comparaison. C'est une métaphore, je m'excuse, c'est une métaphore implicite. Donc, lorsque je dis Ahmed rugit, donc ici, c'est la figure de comparaison qui est citée, le rugissement. D'accord? C'est l'image de comparaison, l'image comparée. Alors, le comparant ici n'est pas présent. On peut trouver le comparé, on peut trouver le comparant. Je peux dire par exemple, le lion tire avec son fusil. Bien, j'ai le lion, mais j'ai tire avec son fusil. Tire avec son fusil, je comprends que ce n'est pas un vrai lion. D'accord? Qu'il s'agit d'une personne comparée à un lion. Bien, alors là, vous voyez, lorsqu'il y a rugit qui est le... Bien, rugit, je vais vous le mettre ici. C'est le cri du lion. D'accord? Bon, lorsqu'on a rugi, on doit comprendre que rugir, c'est le cri du lion. Donc, Ahmed fait comme un lion. Donc, il fait quelque chose qui ressemble à ce que fait le lion. Donc, on a ici une métaphore implicite.
Implicite, c'est le contraire de annoncé d'explicite. C'est quelque chose qui est caché, qui a besoin d'interprétation. D'accord? Par exemple, lorsqu'on dit tire avec son fusil, bon, on doit faire une interprétation. Un vrai lion ne tire pas avec son fusil. Donc, ici, il ne s'agit pas d'un vrai lion qui est cité dans la phrase. Sauf s'il s'agit bien sûr de bande dessinée ou bien d'une fable. Donc là, le lion, c'est le lion. D'accord? Et l'idée de métaphore là n'est pas présente. Alors maintenant, on passe au troisième type de figure d'atténuation, c'est ce qu'on appelle la personnification. Alors regardez cette phrase. Les bras de l'arbre étaient secoués par le vent. Bien, vous pouvez remarquer ici que le mot bras n'est pas un attribut de l'arbre. D'accord? Ce n'est pas une caractéristique de l'arbre. L'arbre n'a pas de bras, il a des branches. Donc ici, on a fait ce qu'on appelle une personnification, c'est-à-dire on a pris quelque chose d'inanimé qui ne bouge pas et on lui a attribué un attribut de quelque chose qui est animé, qui bouge. D'accord? On peut même trouver un animal et on lui attribue des caractéristiques d'une personne. D'accord? Alors, ça peut être deux cas. Ça peut être un inanimé, on lui attribue des caractéristiques d'animé. Ça peut être un animal, on lui attribue des caractéristiques d'une personne, d'un être humain. D'accord? Bon, notez une chose. Normalement, si on veut avec plus de détails, si on veut vraiment être très précis, les spécialistes parlent de chosification, d'animalisation et d'humanisation, bien de personnification. C'est-à-dire, si on prend un animal, on lui donne un attribut d'une chose, c'est une chosification. Si on prend une chose, on lui donne un attribut d'un animal, c'est une animalisation. Donc, et ainsi de suite. Mais, bien sûr, ça, c'est vraiment trop ponctueux. Alors, il vous suffit de reprendre la définition, de retenir la définition de la personnification. Donc, un inanimé avec un attribut d'un animé, un animal avec un attribut d'un être humain. C'est une personnification. Donc, c'est ce que je vous dis ici. C'est lorsqu'on attribue. D'accord? Bien. J'ai ici les bras sont un attribut de l'homme. D'accord? Bon, mais on l'a attribué à un arbre. Et on comprend ici qu'on a comparé les bras de l'arbre, les branches de l'arbre aux bras de la personne. D'accord? Donc, alors, ici, bien sûr, c'est ce que je viens de dire comme règle. Donc, un inanimé par un animé ou bien des caractéristiques d'un être humain à un animal. Bien. La dernière figure qu'on va étudier, c'est l'allégorie. Et l'allégorie, donc, généralement, elle est figée. D'accord? Et l'allégorie, bon, comme je vais vous montrer ici, c'est lorsqu'on prend quelque chose d'abstrait, une idée abstraite. L'abstrait, c'est ce qu'on ne peut pas toucher par les cinq sens. On ne peut ni toucher, donc on ne peut pas, percevoir avec les cinq sens. On ne peut ni toucher, ni sentir, ni voir, ni entendre. D'accord? Alors, bon, si je vous dis le mot justice, d'accord, ce n'est pas palpable, ce n'est pas quelque chose que les cinq sens saisissent. Si je vous dis la liberté, c'est la même chose. Ici, le drapeau blanc, ça ne signifie pas un drapeau blanc. Ça signifie la soumission. Cette armée se rend. Cette armée ne veut plus combattre et accepte, de s'avouer vaincu. Bon, alors, ici, le drapeau blanc est une image concrète. Bon, le drapeau blanc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. Concret, c'est le contraire d'abstrait. Concret, c'est ce qu'on peut percevoir avec les cinq sens. Bien. Alors, j'ai ici le mot qui est voulu, normalement, c'est la soumission. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé une idée abstraite, qui est la soumission, par une image concrète, qui est le drapeau. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, la justice, la balance, la paix, une colombe ou bien une branche d'olivier. D'accord? Et
ces allégories qui sont très célèbres, très répandues, on les appelle des allégories figées. Tout le monde les emploie. Bien. Alors, bien sûr, ici la règle, ça consiste à remplacer une idée abstraite par une image concrète. Bon, vous voyez ici, on a le mot remplacer. C'est pour ça que l'allégorie, on la trouve chez certains spécialistes, on la trouve dans la catégorie des figures de substitution, pas d'analogie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on substitue, parce qu'on remplace. Mais puisque les deux sont présents, il y a l'idée de substitution et il y a l'idée de comparaison. Les uns la classent dans la catégorie des figures d'analogie, les autres dans la catégorie des figures de substitution. Le plus répandu, c'est les figures d'analogie. Pour moi, personnellement, si je voulais la placer selon ma propre conception, je la placerais parmi les figures de substitution et pas dans celles des figures d'analogie. Bien, ce sont ces figures de substitution-là même qu'on va voir. Bon, vous vous rappelez, on avait les figures d'analogie et les figures de substitution. Ce sont les deux qu'on va étudier aujourd'hui. La séance prochaine, on va voir les trois autres. Bon, je reviens aux figures de substitution. D'accord? La première, c'est la métonymie. Et c'est quoi la métonymie? La métonymie, bon, je vous donne l'exemple comme tout à l'heure. Donc, je vous donne deux exemples. Il a bu un verre. Ils ont croisé le fer. Ok. Lorsque tu bois, est-ce que tu bois le verre? Tu bois le contenu du verre. Ça peut être du thé, de l'eau, autre chose. Bien. Alors, donc, tu parles ici de ce qu'il y a dans le verre, mais tu utilises le verre. Donc on a remplacé le contenu qui est l'eau ou bien le thé ou bien par le contenant qui est le verre. Donc ils ont croisé le fer. Bon, ici le fer, ça signifie l'épée. Alors ils se battent avec des épées, avec des sabres. Bon, alors ici, le fer, ce n'est pas le fer. Ce qui est voulu, c'est l'épée. Donc, on a cité un objet par son matériau de fabrication. Ça peut être une ville par les habitants. Si je vous dis par exemple, Casablanca s'est réveillé tôt. Donc, ce n'est pas Casablanca qui s'est réveillé, ce sont les habitants de Casablanca qui se sont réveillés. Bien, alors, on a remplacé ici le verre par le contenu du verre. Et le fer, l'épée est faite en fer, matériau de fabrication. Bien. Alors, maintenant, la métonymie consiste à remplacer un mot par un mot qui a une relation avec lui. On a dit cette relation, ça peut être contenu-contenant, ça peut être la matière avec laquelle c'est fabriqué, ça peut être habitant et maison, d'accord? Bien. Alors ça, c'est la métonymie. Il nous reste là, je m'excuse, nous passons à la, j'ai oublié ici, j'ai laissé un 2, d'accord? Je vais corriger ça plus tard. Alors, ça, je vais laisser un 2 à tout, d'accord, parce que je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait un copier-coller. Bon, alors, la synecdoque. Bon, la synecdoque, en fait, c'est une sous-catégorie de la métonymie. C'est un genre de métonymie, un genre spécifique de métonymie, d'accord? Mais, si vous avez la synecdoque, ne dites pas métonymie, d'accord? Parce qu'il y a des professeurs qui vont compter que c'est faux. Bien, alors, l'usine a embauché quelques bras. Donc ici, le bras, c'est pour parler d'ouvriers. L'usine n'a pas embauché des bras, il a embauché des ouvriers. Donc le bras, c'est une partie de l'ouvrier. D'accord? Donc ce n'est pas contenant contenu bien, donc c'est une partie de l'ouvrier. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle... je m'excuse, j'ai fait un copier-coller et là, j'ai vraiment gaffé. Je n'ai pas remplacer métonymie par synecdoque. Et puisque nous en sommes là, je vais remplacer ici le 2 par 1
Et ce sera ici le 2 par 3. Ce sera notre dernière. D'accord? Je vais revenir à ma 2. Qu'est-ce qu'elle a sous synecdoque? Bien. Alors, comme on vient de le voir, on remplace, donc la synecdoque consiste à remplacer un tout par une partie. Bon, il y a des spécialistes qui acceptent aussi le contraire. Si vous remplacez la partie par le tout, c'est rare. Ouais. Généralement, ce qui est utilisé, c'est le tout par la partie. D'accord? Bien. Alors, métonymie, c'est une relation entre un mot et un mot. Lorsque cette relation est une relation bien spécifique, une partie d'un tout, d'accord, c'est une synecdoque. Bon, si tu dis par exemple, je ne sais pas, tu dis la maison et tu veux parler de la maison et tu dis fenêtre. En approchant de la ville, de sa fille, je vois les fenêtres. Donc tu ne vois pas les fenêtres, tu vois les maisons. Donc, mais tu cites les fenêtres pour parler des maisons. Bien, alors là, c'est une synecdoque. Je m'excuse, il nous reste maintenant la dernière. Oui, et la dernière, c'est la périphrase. Nous irons à la ville ocre. Ocre, c'est une couleur d'un rouge bien spécifique. Et cette ville, c'est Marrakech. D'accord? Donc la ville ocre, c'est Marrakech. On a remplacé Marrakech, qui est un mot, par un groupe de mots qui est la ville ocre. Bien. Alors là, c'est une périphrase. Lorsqu'on remplace un mot par un groupe de mots. C'est la définition que vous avez là, consiste à remplacer un mot par un groupe de mots. Il y a des périphrases qui sont très célèbres, comme la ville ocre, comme la ville des Lumières pour parler de Paris, comme, je ne sais pas. Et vous pouvez vous-même confectionner des périphrases. Lorsque tu es en train d'écrire ton essai, par exemple, tu cites Victor Hugo et tu dis l'auteur du dernier jour. Donc, si tu dis l'auteur du dernier jour, tu as remplacé Hugo par l'auteur du dernier jour. C'est une périphrase. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et merci pour votre